Camarades, oui, vous, là-bas, ne partez pas, non, revenez. Merci de vous soumettre volontairement à cette petite séance d'autocritique. Vous m'avez l'air fatigué, comme je vous comprends. Pas facile de lutter tous les jours pour la révolution prolétarienne mondiale si votre sommeil n'est pas de bonne qualité, car vous luttez tous les jours, n'est-ce pas ? Eh bien, camarades, sachez que moi, je lutte beaucoup mieux contre le grand capital depuis que je dors sur un matelas Emma. Emma, c'est le site de literie numéro 1 en France qui propose des trouzaines d'accessoires pour améliorer votre sommeil. Matelas, oreillers, couettes, literie, sommiers ou même canapé convertible, dont le matelas hybride 2 primé meilleur matelas testé en France en 2023. Ou encore le matelas original qui est le plus vendu en France en 2020 et 2021. Un matelas accompagné de 2 oreillers originales à mémoire de forme et une couette 4 saisons qui m'ont permis de grandement améliorer ma qualité de sommeil et ça sans me ruiner. Emma, c'est aussi des garanties avec les retours de produits gratuits, sans nuit d'essai pour votre matelas et 10 ans de garantie. Profitez des Winter Sale 2024 avec des promos allant jusqu'à 50% sur le site du 10 janvier au 6 février et 10% supplémentaires avec le code ALTERIS. Tous les liens sont en description et dans le commentaire épinglé. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un point de bascule très important mais pourtant oublié. À un moment, une période en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale où de gigantesques grèves ont bien failli faire basculer la France dans le communisme, ce qui aurait pu complètement changer le cours de l'histoire. Pour comprendre comment un tel scénario aurait pu se dérouler, un petit peu de contexte. Alors on s'en souvient plus aujourd'hui, mais la période d'après-guerre en France et plus généralement en Europe, c'était hardcore. Ma grand-mère, elle s'en rappelle bien, elle qui était encore à l'école à cette époque, a décrit la nourriture dégueulasse qu'elle devait manger à la cantine, un misérable bout de viande périmée moisie dans l'assiette quand il y en avait, qu'elle préférait cacher dans sa poche plutôt que de manger. Du fait des pénuries, de la hausse constante des prix, du marché noir, des coupures d'eau, d'électricité et des destructions de la guerre, la majorité de la population française se couchait en ayant la dalle, quand ils ne dormaient pas tout simplement dehors. Des émeutes de la faim étaient courantes, et parmi les classes populaires, le mécontentement était énorme. Entre donc dans l'histoire notre protagoniste principal, le Parti communiste français, le PCF, qui en 1947 est le premier parti politique de France en termes d'adhérents et de vote, et qui jouit d'une énorme popularité. Bah ouais, faut se dire, c'est presque un tiers de l'électorat qui vote communiste, et en ce début de guerre froide, bah ça fait peur. D'autant que les communistes ne cachent pas leur lien très étroit avec l'Union soviétique, alors dirigée par Staline, qui vient de gober la moitié de l'Europe au petit déjeuner. Et tout ça, ça fait surtout peur aux Américains, qui ne se privent pas pour influencer la politique française de l'époque, afin d'endiguer la montée du communisme par tous les moyens possibles. Washington va donc faire pression sur le gouvernement français pour agir, ce qui nous amène au déclencheur de cette crise. En mai 1947, les ministres issus du PCF sont exclus du gouvernement, et passent ainsi dans l'opposition. Quelques mois plus tard, des grèves éclatent dans tout le pays, et même dans les colonies. La grève commence chez Renault, puis s'étend dans le sud, au docker de Marseille, puis au bassin minier du Nord, puis aux boulangers, aux cheminots, avant de gagner tout le pays. Bientôt, le territoire entier est paralysé. Des groupes mobiles de grévistes investissent les bureaux de poste, arrêtent le trafic ferroviaire, voire font dérailler des trains, obligent les salariés à arrêter le travail et vont même jusqu'à capturer et enfermer des policiers et des soldats envoyés pour rétablir l'ordre. En fait, l'ampleur de la grève surprend même le Parti communiste, alors dirigé par Maurice Thorez, qui tente tout de même d'encadrer le mouvement. Le gouvernement de Troisième Force, composé d'une alliance de socialistes et de centristes, tente bien de réprimer le mouvement, mais certaines compagnies de CRS refusent de marcher contre les manifestants et doivent être dissoutes. L'armée est envoyée dans certaines parties du territoire mais refuse de tirer sur la foule, voire fraternise avec. Des préfectures sont envahies, bref c'est le chaos, et à ce moment-là, avec un peu de volonté politique, la France aurait très bien pu connaître un tout autre destin. Seulement de la volonté politique, il en a manqué. Staline, alors à la tête de l'URSS, ne voit pas d'un bon œil ces mouvements sociaux et informe ou plutôt engueule Maurice Thorez en lui faisant comprendre que si le PCF tentait de prendre le pouvoir, il n'aurait aucun soutien de la part du grand frère soviétique. Staline n'a en effet aucun intérêt au bordel généralisé, ne veut pas contrarier les Américains et a besoin que l'opposition communiste en Europe soit unie et lance toutes ses forces contre le plan Marshall, le programme économique d'aide à l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Une fois revenu en France donc, Maurice Thorez décide de calmer le jeu, et les grèves finissent par s'essouffler. Par la suite, d'autres grèves et mouvements sociaux apparaîtront, mais n'atteindront jamais le niveau de bordel abyssal de cette année 1947. Mais maintenant, imaginons un peu. Imaginons que ces grèves immenses aient abouti à un changement de régime. Imaginons que l'année 1947 ait été l'année où la France soit devenue communiste. Quel impact sur la guerre froide, quel impact sur la France? Voici un scénario, un parmi d'autres, une interprétation personnelle de cette uchronie. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub pour mes podcasts. Oui, Alteris est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, les liens sont en description si vous voulez écouter mes vidéos en voiture ou dans les transports. Bref, maintenant assez parlé et place au scénario. Paris, décembre 1947. La capitale connaît la plus grande manifestation de son histoire.
Une foule titanesque composée d'ouvriers, de cheminots, d'artisans venus de toute la France défile en plusieurs cortèges vers l'Élysée et l'Assemblée nationale. Pour contenir cette masse, quelques milliers de CRS démotivés, ainsi que des militaires réservistes sans expérience qui tentent de faire bonne figure. Et dans les faits, seul le service de sécurité du Parti communiste, des gros bras, ont jusqu'ici empêché les manifestants de prendre l'Élysée. Dans cette réalité alternative, le pays est en état de siège, et le gouvernement de 4ème République, présidé par Robert Schuman, n'a rien pu faire pour empêcher une paralysie totale. Humilié, blessé personnellement par les remontrances de Staline, Maurice Thorez, le dirigeant du Parti communiste, a dans cette réalité alternative de l'histoire vu dans cette grève une opportunité historique pour prendre le pouvoir, et a décidé de la saisir. Le comité général a suivi. Le contexte est parfait et attendre plus serait dangereux, car le plan Marshall risquerait de faire définitivement basculer la France dans la sphère américaine. Au mépris des consignes reçues par Moscou, le chef du Parti communiste a fait basculer la France dans le chaos. En encourageant la grève et la révolte, le Parti communiste français doit prendre le pouvoir, ou se voir petit à petit perdre en puissance. En ce jour de colère, les grévistes et les militants communistes tiennent la plus grande partie du pays, contrôlent les axes de transport, les radios, les préfectures et le ravitaillement des villes. La plupart des compagnies de CRS, les soldats et les gendarmes qui ont été envoyés contre eux, se sont soit retirés devant le nombre de manifestants, soit ont fraternisé avec eux. Les plus zélés n'ont fait que causer des dizaines de morts inutiles, ce qui n'a fait que jeter plus de monde dans la rue. Les réservistes mobilisés pour maintenir l'ordre restent dans les casernes, sans savoir quoi faire. Devant ce mouvement social massif, c'est même la SFIO, le Parti socialiste, ainsi que le reste de la gauche, qui n'ont d'autre choix que de soutenir ces festivités du bout des lèvres, par peur d'être laissés derrière par ce mouvement d'ampleur historique. Dans un discours abondamment repris par les journaux de propagande du PCF, Maurice Thorez déclare « Il est temps d'imposer un gouvernement démocratique où la classe ouvrière et son parti exercent enfin un rôle dirigeant. » À l'Élysée règne une fébrilité immense. Le ministre de l'Intérieur, Jules Mock, vient de mettre en garde le président Schuman. Si vous voulez rétablir le calme, il va falloir tirer sur les grévistes et prendre le risque que la France bascule dans la guerre civile. Schuman ne veut pas prendre sur lui la responsabilité d'un massacre et décide de négocier. Quelques jours après cette démonstration de force communiste à Paris, des tractations secrètes sont ouvertes. Nul ne sait ce qu'il s'est dit durant ces entretiens, quels arguments, quelles menaces ont été proférés. Toujours est-il qu'après quelques jours, le président Robert Schuman annonce sa démission, tandis que Maurice Thorez se pose en homme providentiel, prêt à se faire élire président du Conseil pour faire cesser cette crise. Dans un vote historique à l'Assemblée nationale, il est élu président du Conseil par une majorité de députés communistes et socialistes. L'Assemblée vote à nouveau pour lui donner l'autorisation de gouverner par ordonnance, le temps de mettre en place une nouvelle constitution. Les forces politiques de droite, sonnées par ce coup d'État, refusent de participer au débat, au vote, et tentent d'organiser la riposte. En 1948, la panique est totale dans le monde occidental. La France, une des principales puissances européennes, vient de subir un coup d'État communiste. Une 5e République est proposée puis instaurée par le gouvernement Maurice Thorez, suite à un référendum que nombre d'observateurs qualifient de truqué. La nouvelle constitution instaure une chambre législative unique. Cette constitution permet au parti majoritaire à l'Assemblée nationale de désigner le président pour 7 ans, qui à son tour désignera un gouvernement. Même si la démocratie n'est pas abolie, ce système avantage fortement le Parti communiste, plus grand parti de France qui dispose des électeurs les plus motivés. Ainsi, dans une France toujours en pleine tourmente, Maurice Thorez accède au poste de président de la République, le premier de la 5e, et intègre plusieurs ministres socialistes à son gouvernement pour s'assurer de leur soutien politique. Mais la réponse ne se fait pas attendre. Et le 15 janvier, dans une confusion totale, l'état-major français décide de lancer un contre-coup d'État et de prendre le pouvoir pour éviter que la France ne bascule dans le communisme. Dans la nuit, ordre est donné aux unités fiables de l'armée de terre de sortir dans les rues, de prendre le contrôle des bâtiments publics, des antennes de radio et de sécuriser les postes de police. Mais préparé à la hâte, exécuté par des soldats confus, le contre-coup d'État s'enlise. Des combats éclatent à Paris entre différentes unités de l'armée, et les putschistes échouent à prendre le contrôle des médias. À 5 heures du matin, la radio appelle la population à sortir dans la rue pour stopper cette contre-révolution. Dans les heures qui suivent, des milliers de personnes viennent encercler des militaires putschistes. Les désarment, les empêchent de passer. L'opération s'enlise. Et une fois le soleil levé, la France et le monde constatent l'échec de l'opération. Immédiatement, les Français qui avaient encore espoir que la situation revienne à la normale prennent acte du changement de régime, font leurs valises et fuient, terrorisés par la prise de pouvoir des communistes. Des centaines de milliers de personnes traversent les frontières, et les pays voisins doivent faire face à un afflux de réfugiés considérable. Parmi les candidats au départ, un certain Charles de Gaulle, qui part vers Alger avec sa famille. Fervent anticommuniste, il ne peut pas accepter que son pays tombe dans le giron rouge.
juste après s'être libéré des griffes du fascisme. Il va falloir à nouveau résister. L'Europe retient son souffle, tandis qu'à Washington, on s'étouffe. La CIA ne reste pas inactive. La France est un allié majeur. Laisser ce pays et surtout son empire tomber dans le communisme sans rien faire pourrait être le début d'un effet boule de neige. D'autant plus que les communistes italiens, inspirés par l'exemple français, s'agitent. Le lendemain, dans la nuit du 16 janvier 1948, est lancée l'opération Beacon of Liberty. L'armée anglaise et l'armée américaine lancent leurs troupes sur les colonies françaises du Moyen-Orient. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont prises après quelques combats. Les troupes françaises en Afrique et en Indochine, fortement hostiles aux communistes, font sécession avec la métropole et se rallient derrière le général de Gaulle, qui va prendre de facto la tête d'un gouvernement républicain en exil. En seulement quelques semaines, la France communiste perd son empire, une partie de son armée et de sa flotte, ainsi que plusieurs centaines de milliers de personnes qui fuient vers les colonies. Mais les pires craintes de Washington se réalisent, lorsqu'en février 1948, des grèves immenses se déclenchent en Italie. Ces événements, seulement cette fois-ci, ne prennent personne par surprise. La France est peut-être perdue, mais les Américains ne lâcheront pas l'Italie si facilement. Le gouvernement de Rome, soutenu militairement par les États-Unis, décide de miser sur une répression brutale, qui fait plusieurs milliers de morts en quelques mois. Les communistes italiens prennent les armes. Le pays plonge en pleine guerre civile. Nous sommes en 1949, à l'ambassade soviétique de l'hôtel d'Estrée à Paris. 2 ans ont passé depuis la prise de pouvoir de Maurice Thorez. Dans cette réalité alternative, les Américains sont désormais engagés en Indochine, en renfort des forces françaises loyalistes du général de Gaulle, qui manquent de tout, et qui ont dû faire appel à l'allié américain pour empêcher la propagation du communisme en Asie du Sud-Est. En Europe, l'Italie est plongée dans une guerre civile sanglante, alimentée d'un côté par des livraisons d'armes françaises en faveur des communistes, et de l'autre par un soutien financier et militaire au gouvernement italien, de la part de l'OTAN, l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui vient de se former avec 2 absents notables, la France communiste et bien sûr l'Italie, plongée en pleine guerre civile. Communistes et capitalistes s'affrontent dans cette guerre par procuration, aucun des 2 camps n'osant intervenir directement par peur de déclencher un embrasement général, et donc une 3e guerre mondiale. L'armée française reste puissante. Une invasion du pays par les Anglais et les Américains risquerait d'être très coûteuse. De plus, le gouvernement de Gaulle en exil dans les colonies a fait savoir qu'il refusait toute intervention étrangère sur le sol français et reste fidèle à sa doctrine d'indépendance. Pour le général, cette affaire est un problème de Français qui doit donc se régler entre Français. Mais en coulisses, on s'agite. Dans les années qui ont suivi le coup d'État, la France a dû subir une vague d'attentats, ainsi qu'une guérilla de faible intensité sur tout son territoire, orchestrée par des groupuscules divers et par la CIA. La répression est à la hauteur de la crise. Le gouvernement Thorez a déjà enfermé des milliers de personnes, dont de nombreux prisonniers politiques. Des purges ont été menées dans les administrations et dans l'armée. L'économie est en ruine, et le gouvernement peine à mener des réformes. La rencontre qui se passe dans le grand salon de l'hôtel d'Estrée va toucher d'une eau froide les espoirs du nouveau gouvernement. L'ambassadeur soviétique vient tout juste de signifier à Jacques Duclos, le premier ministre de Maurice Thorez, que Staline n'a pas changé d'avis. L'Union soviétique ne veut pas risquer la guerre avec les États-Unis et ne souhaite pas soutenir le régime communiste français. En apprenant la nouvelle, Maurice Thorez est effondré. Lui qui pensait pouvoir compter sur la solidarité de cet homme qu'il admirait tant se voit confronté à la dure réalité. La France communiste est seule et va devoir trouver son propre modèle à suivre. Les réformes à faire sont nombreuses. Renforcement syndical, égalité totale entre hommes et femmes, augmentation de la productivité sur le modèle stakhanoviste, implémentation de quotas de production, nationalisation intégrale des grandes industries, réorganisation de l'armée, décentralisation générale. Thorez sait qu'il doit y aller par petites touches. Il sait également qu'il ne pourra pas implanter tel quel le modèle soviétique en France, car les Français restent attachés à la démocratie et à la propriété privée. Ainsi, il souhaite faire suivre au pays son propre modèle de communisme, une voie différente, à l'image de la Yougoslavie. Et il va falloir que ce modèle fasse vite ses preuves, car dans le reste de l'Europe, le plan Marshall a été implémenté à grande vitesse. En 1950, l'Allemagne de l'Ouest, jusqu'ici divisée en plusieurs zones d'occupation, est réunifiée. En tout cas, les zones américaines et anglaises le sont, car la France, sans surprise, refuse d'unifier sa zone avec l'ennemi impérialiste. Ainsi, la zone d'occupation française devient indépendante, sous le nom de République socialiste du Rhin. Un État communiste, sous influence française, qui devient le 3e État allemand avec l'Allemagne de l'Ouest capitaliste et l'Allemagne de l'Est communiste. Partout, les rouges avancent, et à Washington, on doit maintenant faire des choix. Lorsque la Corée du Nord attaque son voisin du Sud en juin 1950, à la surprise de tous, les États-Unis échouent à faire voter une intervention de l'ONU, car la France communiste, qui a un siège au Conseil de sécurité, pose son veto. L'Amérique est déjà engagée militairement en Indochine, en soutien aux Français anticommunistes,
Et si le président Truman décide de diviser d'autant plus ses forces en intervenant en Corée, les Rouges pourraient profiter de l'occasion pour étendre leur influence en Europe. Les Américains doivent maintenant abandonner la Corée, qui est unifiée fin 1950, sous la férule du grand leader Kim Il-sung. Pire, l'année suivante, en 1951, la Grèce tombe à son tour. La guérilla communiste, qui luttait contre le gouvernement depuis 1946, aura fini par gagner et par proclamer la République sociale de Grèce. L'effet boule de neige est bien là. Qu'une grande puissance comme la France devienne communiste a fait office d'accélérateur. La stratégie d'endiguement est un échec total. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, on commence petit à petit à perdre espoir face à cette déferlante rouge, et les différents gouvernements prennent des mesures anticommunistes de plus en plus sévères. Nous sommes en septembre 1953 dans la ville de Constantine en Algérie française. Le général de Gaulle vient de recevoir la pire nouvelle de l'année. L'Indochine est tombée. Le contingent français a été anéanti et le reste des troupes américaines se retire de la région. Les Rouges viennent de gagner une autre bataille. Même si le général est toujours aussi attaché à sa politique d'indépendance de la France par rapport aux communistes et aux Américains, il sait qu'il n'en a plus les moyens. En effet, la situation est extrêmement mauvaise pour tous ces Français des colonies en lutte contre les Rouges. Chaque semaine, des milliers d'Européens débarquent à Alger et à Oran, venant grossir la foule des exilés qui ont fui le régime communiste de la métropole. Au loin, le général entend une explosion. Les indépendantistes, soutenus par les Rouges, se font de plus en plus audacieux. En 1953, l'Afrique francophone est devenue une sorte d'État français bis, soumis à une dictature militaire, que De Gaulle a jugé bon d'imposer pour réguler des actions de guérilla de plus en plus violentes. Des combattants autochtones, encadrés par des communistes envoyés par la métropole, font vivre un enfer aux gaullistes réfugiés dans les colonies. Pire, les troupes du contingent ont capturé récemment des volontaires anticoloniaux italiens, envoyés par le nouveau régime communiste qui vient de prendre le contrôle de Rome, au terme d'une guerre civile qui aura duré 5 ans. En Europe de l'Ouest, les régimes communistes français, grecs et maintenant italiens, ne pouvant pas compter sur le soutien ouvert de Staline, ont décidé de former l'Internationale syndicaliste, une alliance de circonstances et de défense mutuelle, destinée principalement à dissuader les États-Unis, mais également l'Union soviétique, de toute idée d'attaque. Mais la France sombre jour après jour dans la dictature. Maurice Thorez bénéficie désormais d'un culte de la personnalité, à l'image de Staline. De nombreuses manifestations ont été réprimées, de nombreux opposants emprisonnés. La propagande officielle tourne à plein régime, fait passer le général de Gaulle pour un suppôt des Américains. Certains journaux sont interdits et toute personne soupçonnée de gaullisme étroitement surveillée, voire emprisonnée. La dérive stalinienne du gouvernement Thorez est également subie par les communistes eux-mêmes. Trotskistes, maoïstes, socialistes, tous sont mis à l'écart du PCF pour privilégier la ligne politique officielle. En interne, le mécontentement gagne, et la santé déclinante du camarade Thorez va pousser ses opposants à passer à l'action. Nous sommes à Dakar le 8 mai 1956. Tony Carbone a le visage baigné de sueur. Ce malfrat proche du milieu corso-marseillais est venu de loin pour accomplir une mission. Une mission de la plus haute importance qu'un agent opératif de la CIA lui a confiée. Si tu fais ce qu'on te dit, lui a-t-on signifié, le gouvernement américain fermera l'œil sur le trafic de cocaïne organisé depuis le port de Marseille, vers les États-Unis. Si tu refuses, toi et tes petits amis seront abattus jusqu'au dernier. Pas le choix, il faut obéir. Et déjà la cible approche dans une voiture, faisant de grands signes de la main à une foule de Sénégalais contenus à grand-peine par des soldats. Au dernier moment, Tony s'approche, sort une arme et tire 3 balles dans la poitrine du général de Gaulle, qui meurt sur le coup. Le vieil homme et ses volontés d'indépendance étaient devenus trop encombrants pour le gouvernement américain. Craignant que son manque de moyens et que son refus d'être placé sous tutelle des États-Unis fasse basculer l'Afrique dans le communisme, le président Eisenhower a ordonné à ses services d'assassiner de Gaulle et de placer les colonies françaises sous protectorat américain. Le lendemain de l'assassinat, les troupes de l'OTAN pénètrent en Algérie. L'empire colonial français n'est plus. Une semaine plus tard, en métropole, un coup de force mené par le numéro 3 du gouvernement communiste, Auguste Lecœur, force un Maurice Thorez épuisé par la maladie à démissionner du poste de président. Un grand ménage est fait, et le stalinisme assumé de Thorez est balayé en faveur d'une version du communisme plus fidèle à la ligne trotskiste, supposée être plus démocratique et décentralisée. Une nouvelle ère s'engage. Alors qu'aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent pour faire cesser cette lutte internationale contre le communisme, qui coûte excessivement cher et qui ne fonctionne pas. Les Américains qui désirent voir leur pays se recentrer sur ses seuls intérêts proches sont chaque jour plus nombreux. Début 1967, la France est bien différente que dans la réalité. Grâce à un programme commun avec l'Italie, le pays s'est doté de la bombe nucléaire et poursuit une politique militaire d'indépendance.
La fuite d'une bonne partie des élites économiques a grandement freiné le développement, certes, mais l'économie commence à se remettre. La répression des années Thorez s'est fortement calmée. À l'Assemblée se chicane désormais toute une myriade de courants politiques tenant d'un communisme plus ou moins radical. Comme pour refléter la division de leurs élus, les Français ont opté par référendum pour mettre fin à la Ve République et pour proclamer une commune de France. Un nouveau type de gouvernement communiste permettant la mise en place d'un système fortement décentralisé, autorisant les régions et même les communes à définir elles-mêmes les politiques qui leur conviennent. La France est donc devenue une fédération de communes, centrée autour de branches syndicales locales, et gérée à l'échelle nationale par un comité central. En Europe, l'Autriche a rejoint l'internationale syndicaliste, aux côtés de la France, de l'Italie et de la Grèce. Les pays voisins du Benelux ou encore d'Allemagne de l'Ouest, privés d'un marché commun européen, dont l'économie ne tient que grâce aux perfusions américaines, peinent à résister aux assauts idéologiques des deux mastodontes industriels que sont la France et l'Italie. Le modèle communiste d'Europe de l'Ouest est bien différent que celui de l'URSS. Il est adapté aux mentalités locales d'une population bien plus frondeuse et avide de débats. Le concept de libre entreprise et de propriété privée n'ont pas été supprimés, ce qui a permis l'émergence d'une économie originale, soutenue par un régime semi-démocratique où les débats et l'opposition sont autorisés, enfin, tant qu'ils restent dans un certain cadre idéologique. Se posant en défenseur des peuples opprimés, promouvant la décolonisation et la libre détermination des peuples, les idées proposées par les pays de l'Alliance syndicaliste dérangent le pouvoir soviétique et excitent la jeunesse en Europe de l'Est. Malgré de nombreuses coopérations dans les domaines scientifiques et industriels, une rivalité ne tarde pas à s'installer entre les deux blocs communistes européens. Cette rivalité qui grandira d'autant plus que les élections présidentielles américaines de 1968 voient Richard Nixon arriver au pouvoir, mais avec un programme bien différent que dans la réalité. Nixon bénéficie de l'aide d'un parti républicain qui vient d'adopter une ligne fermement isolationniste. Les Américains, ne croyant plus à la stratégie de l'endiguement du communisme, ne souhaitent plus risquer d'entraîner leur pays dans la guerre pour sauver un continent acquis aux rouges. Nixon prend donc la décision de retirer toutes ses troupes d'Europe continentale et de limiter la stratégie d'endiguement du communisme à leur précaré, soit le continent américain, le Japon, le Royaume-Uni ainsi qu'une partie du Pacifique. Les tenants de cette stratégie professent que les États-Unis sont bien assez puissants pour être autosuffisants et protéger quelques pays choisis, mais pas assez pour imposer le capitalisme dans le monde entier, alors que cela fait plus de 20 ans qu'ils accumulent les échecs et les reculs. La guerre froide est terminée, le nouvel ordre mondial est désormais communiste, avec différentes nuances de cette idéologie selon les endroits. En 1972, le monde a pris acte du retrait américain. Dans une guerre éclair de quelques semaines, la Chine a envahi puis annexé l'île de Taïwan. Le Benelux ont rejoint l'internationale syndicaliste. Après une crise, ayant presque mené à une confrontation nucléaire entre l'Europe de l'Ouest et l'Union soviétique, un accord a finalement été trouvé concernant le partage de l'Allemagne. Le pays sera unifié. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest et la République socialiste du Rhin se réuniront pour devenir la République sociale allemande, un pays communiste neutre agissant comme une zone tampon entre les deux blocs communistes européens, dont la rivalité grandit chaque semaine qui passe. Le travail idéologique de sape opéré en Allemagne de l'Ouest depuis 1946 aura payé. Le pays tombe comme un fruit mûr. Seule la Suisse, îlot capitaliste au milieu de l'Europe, résiste, mais subit peu de pression. En effet, le système bancaire suisse est bien pratique, car même les gouvernements communistes ont besoin de quelques devises étrangères de temps à autre. Les pays scandinaves et le Royaume-Uni, isolés en Europe, sont devenus des pays renfermés sur eux-mêmes, où les libertés politiques sont restreintes pour éviter une montée du communisme et la chute des derniers bastions du capitalisme en Europe. Le parapluie nucléaire américain, la rivalité entre les différents blocs communistes, ainsi qu'un autoritarisme de plus en plus fort dissuadent pour l'instant toute idée d'agression ou de conquête politique. Et pour combien de temps ? 3 blocs rouges existent désormais. Le bloc soviétique, le bloc ouest-européen et le bloc chinois. En Afrique, le départ des troupes américaines des colonies françaises déclenche une série de révoltes qui forcent les autorités loyalistes à accorder leur indépendance à la plus grande partie de l'Empire. La plupart de ces nouveaux pays francophones disposent d'une minorité blanche bien plus importante que dans la réalité, du fait de l'immigration européenne accrue qu'ont connue les colonies suite au coup d'État communiste. Seule l'Algérie, peuplée de 40% de personnes d'origine européenne, reste française, ou plutôt devient un État à part, ni français ni algérien, une république indépendante, une démocratie imparfaite qui n'a désormais plus rien à voir avec la France, en proie à des mouvements indépendantistes sporadiques brutalement réprimés, abritant une population européenne revancharde. Nous sommes quelque part à Paris, au début des années 80. Le béret vissé sur la tête, les mains dans les poches d'un grand manteau,
un éminent anthropologue se balade dans les rues de la capitale. Un anthropologue dont le nom vous dira peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit de Jacques Chirac. Il aurait pu, dans une autre réalité, se destiner à une carrière politique, à intégrer l'ENA, voire à devenir président, qui sait. Mais dans ce monde où la France est devenue communiste, le jeune homme n'a jamais abandonné ses idées de gauche. Lui qui avait brièvement tracté pour le Parti communiste pendant ses études, ne s'est jamais découvert de sensibilité gaulliste. En 1950, dans cette réalité, ses parents avaient fui en Algérie pour rejoindre le général de Gaulle, ce qu'il s'est toujours refusé à faire. Libéré de la pression familiale, il avait fait son service militaire dans une caserne en métropole, puis s'était plongé à corps perdu dans sa passion depuis tout petit, l'anthropologie, l'étude des peuples, du monde et de l'être humain. Devenu un des plus grands experts dans son domaine, il avait pu voir son pays se faire balader par les grands soubresauts de l'histoire. Il avait vécu les privations d'après-guerre, la terreur politique des années Thorez, la scission avec l'Algérie et la fuite de millions de Français, dont beaucoup de ses proches, les attentats dans les rues de Paris, la panique lorsqu'on avait cru qu'une guerre contre l'URSS était proche, et enfin, en cette décennie 1980, un certain retour au calme. Chirac décida d'aller flâner au bord de la Seine en jetant un œil distrait au paysage. Dans les années 50, de nombreux bâtiments anciens haussmanniens avaient été détruits pour être remplacés par de grands immeubles, style soviétique, héritage des années Thorez. Ça et là, d'étonnantes bâtisses à l'architecture plus originale et colorée avaient été bâties dans les années 60 et 70, une période d'expérimentation architecturale portée par l'architecte Jean-Louis Chanéac et encouragée par le nouveau gouvernement. Dans les rues, pas de magasins de mode comme on en voyait à New York ou à Londres, mais d'immenses coopératives populaires qui fournissaient à la population un assortiment de biens de première nécessité, ou qui distribuaient parfois des coupons d'essence lors des pénuries occasionnelles. Lors de ses voyages professionnels aux États-Unis, Chirac avait été impressionné par la variété de biens disponibles en magasin, une diversité qu'on ne retrouvait pas en France, même si la situation y était bien meilleure qu'en Union soviétique. Grâce à l'alliance des pays communistes d'Europe de l'Ouest et un concept de la libre entreprise bien moins étriqué que dans les autres pays communistes, la France avait réussi à établir un modèle de gouvernement pérenne. Même si ce n'était pas l'abondance, les gens étaient tous logés, chauffés et mangeaient à leur faim. C'était déjà ça, et l'avenir semblait plein de promesses. C'était l'heure des grands projets d'une Europe communiste des nations, unissant ses forces pour mettre en place des programmes nucléaires, spatiaux et militaires communs. Les communistes n'ayant plus besoin de prouver la supériorité de leur système, et les capitalistes américains suivant une politique isolationniste, la course à l'espace n'avait jamais démarré, et les grandes puissances n'avaient que très récemment commencé à explorer ce domaine. Arrivé au bout de sa balade, Chirac décida d'acheter l'Humanité, le journal qu'il avait vendu un temps dans ses jeunes années. L'information était contrôlée par le gouvernement, certes, mais Chirac avait juste envie de souffler un peu en faisant quelque chose d'autre que marcher. Malgré la tranquillité ambiante, les premières pages du quotidien annonçaient un monde en crise. En Espagne, le pouvoir de Franco, dernier dirigeant fasciste d'Europe, était en train de vaciller, en proie à d'immenses manifestations étudiantes. Les étudiants d'ailleurs s'agitaient également en Europe de l'Est, influencés par les idées politiques venues de l'ouest du continent. Les écrits de Solzhenitsyn, un auteur russe dénonçant le système de goulag soviétique, avaient été diffusés partout par la propagande française dans le but de déstabiliser une URSS en pleine tourmente. Une URSS au bord de l'éclatement, qui était devenue incapable de contenir les aspirations de sa jeunesse et qui semblait totalement démunie face à la concurrence idéologique du communisme d'Europe de l'Ouest. Sur un autre sujet, le ministre du Bâtiment, François Mitterrand, avait annoncé la construction d'un immense monument dédié à la commune et au progrès, censé célébrer la lutte du prolétariat contre le capitalisme. Même s'il était communiste dans l'âme, Chirac ne put s'empêcher de tiquer devant ce projet aussi coûteux qu'inutile. Ces élites communistes parisiennes, leurs grands projets, leurs grands discours, étaient bien déconnectés des préoccupations provinciales, comme Chirac pouvait le constater lors de ses séjours à la campagne. Il le sentait, un fossé se creuser entre une province, restée majoritairement stalinienne dans l'âme, attachée à Maurice Thorez et aux valeurs traditionnelles, et les centres urbains plus libérés dans les idéaux politiques, mais également dans les mœurs. La France des communes se divisait en effet de plus en plus. Dans de nombreux endroits, la droite regagnait peu à peu du terrain, et abusait du système pour mettre en place un fonctionnement capitaliste, voire libertaire dans certaines villes. D'autres communes étaient plongées en pleine dérive sectaire. D'autres encore étaient verrouillées par un fonctionnement tout à fait dictatorial. Comble du délire, certaines communes tenues par de jeunes idéologues étaient même allées jusqu'à qualifier la pudeur et la morale d'aberration capitaliste, donnant lieu à des scènes d'orgie en place publique qui n'étaient pas du tout du goût du comité central. Cette décentralisation extrême n'avait pas que du bon, et il était difficile de garder le pays uni en lâchant trop la bride. Cela faisait donc plusieurs mois que le comité central faisait planer l'idée d'un retour à l'ordre, et peut-être un retour à un gouvernement plus autoritaire, au risque de déclencher une guerre civile. La fin du journal n'était qu'une succession d'articles de propagande et d'affiches de style néo-communard supposées faire la promotion du sport et de l'esprit de solidarité, suivi d'un mot croisé.
Une fois sa lecture terminée, Jacques Chirac posa son journal, regarda sans les voir le défilé incessant des automobiles standardisées Renault, qui était devenue la seule marque de voiture autorisée à l'achat en France, et s'alluma une cigarette. Il laissa divaguer son esprit au rythme de la musique, que s'était mis à jouer un artiste de rue. Qui sait ce qu'il aurait pu être dans une autre vie, dans une autre version du monde. Il fut si absorbé dans ses réflexions qu'il faillit bien ne pas entendre les sirènes qui, au loin, s'étaient mises à déchirer l'atmosphère de leurs plaintes. Tout comme Jacques Chirac, c'est une question que vous pourriez également vous poser. Quel genre de personne auriez-vous pu être dans cette réalité alternative que je viens de vous décrire? Quel genre de vie auriez-vous pu mener? Que vous dit votre esprit lorsque vous essayez de vous projeter, de vous visualiser dans cet univers? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour les personnes les plus inspirées, vous pouvez même tenter d'écrire une suite à cette uchronie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Emma Matelas de m'avoir accompagné, et en attendant, chers abonnés et spectateurs, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.